Salut, c'est Thomas. Salut, c'est Guiman de Daft Punk. Je m'appelle Thomas, 1m85, un petit peu mince, à la limite du maigre, les cheveux frisés, les yeux marrons, voilà, le visage assez long et c'est tout. Jérémy, 1m88, brun, mystérieux, très beau. Salut, bienvenue. Aujourd'hui on va faire une vidéo qui va nous permettre d'utiliser les 10 clés de la réussite d'un groupe de musique mondialement connu. Ce groupe de musique est constitué de 2 personnes, Thomas et Guy Manuel. Ils accordent autant d'importance à la musique qu'à la vidéo, ce qui les a amenés à travailler avec Spike Jonze, Leiji Matsumoto et Disney. Né en France et devenu un groupe international, je veux bien sûr parler des Daft Punk, et c'est dingue de se dire qu'à tout moment, lorsqu'on prend le métro, on peut être assis à côté de l'un de ces 2 robots. Dans cette vidéo, on va voir des interviews extrêmement rares que Daft Punk a donné à la radio, car c'est le seul endroit où on leur demande pas de voir leur visage. J'ai donc extrait leurs 10 clés de la réussite. Ma clé préférée est la numéro 5, faire des expériences. Dites-moi en commentaire quelle aura été votre clé préférée, mais surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. Nous, on se donne rendez-vous en toute fin de vidéo avec toutes nos clés. À tout de suite. Alors, c'est un nom qui vient d'une mauvaise critique dans un journal de musique anglais qui s'appelait Melody Maker, qui n'existe plus maintenant. Et finalement, on avait fait un groupe avec Laurent Brankovic de Phoenix qui s'appelait Darlene. Quand on avait 17 ans, 18 ans, on avait sorti un EP sur le label Diophonique du groupe Stereolab. Et on avait eu une critique, en fait, je crois, c'était la seule, sans doute, qu'il y a eu sur le disque, qui disait que c'était très très mauvais. Et que c'était daft punky trash, donc stupide, punk, et ça a été à mettre à la poubelle directement. Quand on a commencé à faire ce projet de musique électronique, Guiman et moi, on n'avait pas vraiment de nom, et on a eu l'impression que Daft Punk ça sonnait bien, ça faisait un peu punk timbré ou punk stupide, c'était juste au niveau phonétique un truc qui claquait un peu sous la langue, voilà. Vous en souriez aujourd'hui de cette jolie critique foireuse qui vous a donné votre nom? Bah oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les mauvaises critiques en fait. Elles nous portent souvent chance. Ils sont source d'inspiration. Le contrôle, on le gagne pas en fait. Cette liberté, ce contrôle, on le garde en fait. Je crois que c'est la seule règle. Si on prend un cinéaste comme Tarantino, il n'a pas commencé plus tard à pouvoir faire des films personnels. C'est justement une intégrité, une radicalité qu'on décide de ne pas céder dès le départ qui permet éventuellement de la garder. Le problème, c'est quand on a un objectif de carrière, quand on a envie de devenir célèbre ou quand on a envie de devenir connu, on va souvent être prêt à se compromettre en fait et à commencer à perdre de ce contrôle parce qu'on a un objectif qui est à 100 mètres, à 200 mètres plus loin. Nous, à partir du moment où on n'a jamais eu d'objectif, le seul objectif justement, c'était un objectif au jour le jour d'être dans la liberté et dans le contrôle de sa création et dans une intégrité au jour le jour. Et justement, à un moment donné, on s'est retrouvés en 1996 à éventuellement signer avec notre première maison de disques qui était Virgin à l'époque. On leur a dit voilà, nous on veut bien sortir le disque de cette façon-là, mais on n'a pas envie de se montrer. Et au départ, les attachés de presse disaient oh là là, mais c'est pas possible, vous savez, pour sortir un disque, il faut faire des photos, il faut se montrer, il faut jouer le jeu. Et on a dit à ce moment-là, ça nous intéresse pas. Écoutez, c'était avant de signer, de dire réfléchissez-y. Si vous pensez que vous n'êtes pas intéressé par ce disque-là, Homework, si on joue pas le jeu des photos, à ce moment-là, on le sortira pas comme ça et on le sortira de façon indépendante. Le fait, et finalement, c'est arrivé. C'est pas du bluff justement, c'est vraiment l'idée à la fois d'une transparence et de dire faisons les choses de cette façon-là. Le son de nos disques, de nos albums est la résultante directe de mon inexpérience en termes de règles d'ingénieur du son et donc d'une traduction ou d'une spontanéité et avec toutes les erreurs
que ça peut entraîner pendant. D'accord. Donc, d'une certaine façon, on est dans une totale impossibilité d'aborder le travail de l'ingénieur du son de façon conventionnelle ou de pouvoir faire ce que ferait un ingénieur du son conventionnel. Mais de la même façon... C'est ce qui fait aussi la richesse du... C'est ce qui peut faire la richesse et aussi d'une certaine façon les limites ou la personnalité en tout cas de ce qu'on a pu faire. Il y a des gens qui disent que le temps c'est de l'argent. Nous on pense plutôt que l'argent c'est du temps et si l'argent ça peut nous permettre de créer des choses... on aime bien transformer l'argent en art et en création et en musique. Donc les banques, c'est un endroit où l'argent reste dormir et ça ne nous intéresse pas beaucoup. On aime bien mélanger un peu tout et n'importe quoi pour faire des expériences. Quand j'étais petit, je prenais de la moutarde et de la confiture avec mon frère. On mélangeait un peu tout, et c'était jamais bon le résultat. Là, c'est mieux. Là, on a réussi. On a quand même pris des risques, comme la moutarde et la confiture, mais c'est comme un bon cuisinier arrive à mélanger du sucré et du salé ou faire des expériences. Nous, on a toujours été tentés bon, maintenant c'est différent parce qu'on a bossé avec vraiment d'une grosse équipe et on s'est ouvert à l'esprit d'équipe et à travailler avec des dizaines de personnes. Mais pendant 15 ans avec Thomas, on était tous les deux et puis on expérimentait. Donc on était dans une petite pièce, puis on essayait plein de choses. On branchait un sampler avec un synthé. On essayait vraiment dans tous les sens de voir des réactions chimiques un peu, l'alchimie de la musique. Comment clasher AC/DC avec Chic, Stevie Wonder avec Jean-Sébastien Bach, et que ça soit quand on était DJ ou quand on faisait notre propre musique, on expérimentait en fait, et on a toujours été fan des Beatles par exemple, et c'est assez récemment en faisant les interviews un peu en parlant qu'on se rend compte qu'à l'époque on n'y était pas, mais quand les Beatles sortaient Sgt Pepper, ils ont plus joué vers 67 où vraiment là ils expérimentaient. C'était déjà le groupe le plus gros du monde, mais qui prenait plus de risques en expérimentant. Dès 94 ou 95, on a fait des petits lives dans des raves, dans des clubs, dans des chants, dans des free parties à moitié. Et on a essayé d'évoluer comme ça avec le temps. Et bon, on avait 18-19 ans. Je sais pas si ça nous amuse autant de faire des concerts dans le froid, sous la pluie avec un mètre debout. C'est chiant pour le matos, quoi. On a trop stressé pour le matériel. Mais voilà. Alors, et je précise qu'à l'époque, il n'y avait pas le GPS. Hein. Il n'y avait même pas le, comme on dirait en Belgique, il n'y avait pas le GSM non plus, en fait. Ouais. Donc, il n'y avait pas de portable. On attendait sous la pluie les promoteurs à 4h du mat avec les samplers où il y avait de la buée sur l'écran. Et ça. Et puis on se baladait comme ça avec tous les flight cases à porter avec nos potes en seconde dans le train, en se galérant avec tous les claviers, les boîtes à rythme et tout ça. Bon, là maintenant on a 15 tonnes d'équipement, 25 personnes, ça voyage par avion ou par bateau. Donc c'est vrai qu'on a un certain un luxe d'infrastructure qui est différente, mais on a la même impulsion, la même énergie comme ça d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on pouvait pas faire dans ces free parties il y a 15 ans, et on a un peu ajusté les choses et combiné un peu tout ça, et en même temps on est peut-être un peu plus comme on est vraiment devenus ces robots au fur et à mesure, ça nous permet d'être un peu plus showman. On n'est pas vraiment dans le showmanship à la base, mais là on s'amuse à devenir ces androïdes, et ça nous libère peut-être un peu de notre timidité initiale. Le buzz, l'orchestration du buzz, toutes ces choses-là, c'est vraiment avant tout un processus de présentation et de séduction. Nous, on a toujours considéré que la présentation est ce qu'on peut des fois appeler de manière vulgaire le marketing. Ça fait dans le cas d'un projet artistique, c'est totalement lié à l'œuvre elle-même, et ça forme vraiment un tout. Un film, c'est important, l'affiche du film, ça fait partie, c'est important, la pochette du disque, c'est quelque chose, c'est un projet artistique global. Donc nous on a travaillé pendant 5 ans sur ce disque, et effectivement il y a eu une campagne comme ça de promotion qui a duré à peu près 2 mois et demi, de présentation, de séduction,
des feuillages un peu progressifs, mais avant tout, c'est du divertissement. Il s'agit de donner envie. Les gens peuvent ensuite découvrir la musique, juger la musique. Ils peuvent maintenant en plus souvent l'écouter avant de l'acheter, ce qui permet vraiment de se faire une opinion et puis de valider ou pas la proposition. Donc c'est vraiment une invitation, toute cette présentation. C'est comme si on disait que le maquillage, c'était une stratégie de séduction. Voilà, ça fait vraiment partie de quelque chose qui peut donner envie, en fait. On se demandait quelle serait la motivation pour faire ce deuxième disque, pas basé sur le dance floor, mais sur quel angle on pourrait commencer à le faire. Et on s'est trouvé vraiment intéressé par raconter une histoire. Et donc faire vraiment un disque qui pourrait être narratif, qui pourrait raconter une histoire, où les morceaux racontent une histoire dans l'ordre. Et on a commencé, on avait 2 morceaux alors qu'on avait enregistré avec Rob Anthony, Too Long, enregistré en premier, ensuite One More Time. Et en prenant ces 2 morceaux, on a ensuite travaillé avec Cédric Hervé, qui est notre copain justement qui faisait partie de Darlene à l'époque. Et on a commencé à écrire l'histoire, écrire la musique en même temps. Et au fur et à mesure que l'histoire avançait, on s'est rendu compte que c'était vraiment finalement Vous entendez le fils de Thomas là actuellement qui gazouille dans le studio. Il s'amuse. On s'est rendu compte que finalement c'était le dessin animé qui serait le meilleur médium pour raconter cette histoire. On est déjà très attristé d'apprendre que Monsieur Letellier nous a quittés. Ouais. Votre prof d'anglais, c'est bien ça. Ouais, parce que c'est un professeur qu'on avait ensemble et qui était, je veux pas dire très sévère. Bon, de toute façon, il est parti malheureusement, mais il était suffisamment sévère, pile à point pour qu'on fasse nos devoirs et qu'on ait pu avoir la chance de réussir à parler anglais assez tôt, assez bien pour pouvoir, quand on a commencé à 17-18 ans, aller à Londres, signer notre premier disque avec Stereolab et faire tout ce qu'on a fait. Je pense que si on n'avait pas su un mot d'anglais, si on n'avait pas été obligé à chaque cours d'avoir une interro à chaque fois qu'on arrivait, une interro où c'était soit 0, soit 20, si on n'avait pas eu ça, on n'aurait pas été au niveau. Donc ça, je pense qu'on lui doit quelque chose par rapport à l'anglais, ça c'est sûr. On essaye justement dans cette idée d'anonymat, c'est une manière de ne pas être rappelé en fait quotidiennement de son statut et de ce qu'on a fait. Donc en ayant pu discuter avec pas mal d'amis qui sont des célébrités, en ayant pu voir comment ils vivent, ce qui est très difficile dans ces cas-là, c'est de ne jamais pouvoir oublier qui on est, de ne jamais pouvoir oublier ce qu'on a fait. Et on essaye vraiment au maximum, nous, de nous mettre dans des environnements où on peut oublier ça. Les gens ne sont pas là pour nous le rappeler, et nous non plus finalement. Donc c'est vrai qu'on ne vit pas vraiment enfermé autour de nos disques d'or, hein, et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air qui fait plaisir. J'ai encore une dernière clé bonus des Daft Punk qui vous permettra de vous rapprocher de vos rêves, dans laquelle on voit leur vrai visage. Si vous voulez accéder à cette vidéo, c'est très simple, il y a un lien en description, ou sinon juste ici sur l'icône. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, mais surtout, restez déterminés à réussir. Salut!